évoqué. C'est ça qu'il faut voir. Allez, on repart. On en était arrivé à évoquer les travaux qui, au début du XXe siècle, vont s'intéresser à la question de la propagande. Et notamment les travaux produits, comme on l'avait vu l'année dernière, l'année avant, et quelque chose qui remonte peut-être, on va rafraîchir tout ça, en cours sur les théories infocom, la théorie fonctionnaliste, portée par Harold Laswell, qui est une théorie des effets directs, qui renvoie à ce qu'on évoquait juste avant, c'est-à-dire le schéma stimulus-réponse. Vous avez un stimulus et vous obtenez une réponse, c'est-à-dire une modification de l'opinion. Donc une modification d'un comportement, une modification de l'opinion. Donc, est-ce que par rapport à ce qu'on a vu ce matin, il y a des questions qui sont revenues ou pas? Non, a priori c'était bon sur ce qu'on a vu ce matin, pas de souci particulier, ok, très bien. Donc, Harold Laswell. Je vais prendre juste sur celui-là. Alors, on va faire en deux temps. On va évoquer, pour le coup, ce que vous connaissez normalement, donc Harold Laswell, on l'a vu, donc ça devrait aller assez vite. Et puis revenir sur le contexte, notamment de l'entre-deux-guerres aux États-Unis. On a des débats autour de la question de la propagande dans la société, notamment l'utilisation par le gouvernement de propagande à destination des enfants qui étaient questionnés par les éducateurs. Harold Laswell, c'est donc un chercheur en sciences politiques. Alors Laswell, je le rappelle, L-A-2-S-W-E-L, Harold White Laswell. C'est un chercheur en sciences politiques, c'est un théoricien dans le domaine de la communication, et on peut le rattacher à l'école de sociologie de Chicago, même si quand en sociologie on parle de l'école de Chicago, on ne parle pas de la même génération que celle de Harold Laswell, on parle plutôt des travaux du tout début du XXe, que vous aviez peut-être, qu'on a peut-être vu ensemble aussi, sur la ville, et notamment le rôle des médias dans l'intégration des populations nouvelles dans la ville, ces phénomènes d'intégration dans les espaces urbains. Donc, il a publié, et c'est pour ça qu'en tout cas en partie, on avait vu ensemble une autre partie que du coup on abordera moins ici. Il a repris le schéma de Shannon pour l'utiliser dans l'univers des théories infocom, je ne sais pas si vous vous souvenez. Normalement, ça doit réveiller des petites... C'était il y a 2 ans, ça, vous n'avez pas eu de rafraîchissement, il me semble, l'année dernière, mais normalement, ça devrait quand même revenir. Et en l'occurrence, la première partie de sa carrière a été consacrée à la propagande, à l'étude de la propagande. Donc, encore une fois, la question de l'influence et de la propagande en particulier, c'est la grande question du début du XXe siècle dans les recherches sur la communication, dans les recherches sur les médias. Pourquoi ? Parce qu'on a clairement de nouveaux médias qui, alors peut-être pas apparaissent, enfin si d'ailleurs la radio, et puis après on a la télévision, mais en l'occurrence même le média presse écrite va se formaliser, se constituer comme ce qu'on appelle un média de masse, c'est-à-dire un média qui touche une audience très large. Donc ça c'est clairement un phénomène qui va être nouveau, on le repère, on peut l'observer dès la fin du 19e et surtout au début du 20e, on a ce type de moyens modernes de communication. Et puis, on a eu, je le disais tout à l'heure aussi, des conflits importants, mondiaux, un conflit mondial qui a du coup mobilisé
tous les acteurs politiques pour promouvoir un discours, une parole officielle, soutenir l'effort de guerre et finalement convaincre aussi les populations, convaincre les citoyens, on va dire, de rallier la cause. C'est ce qu'on évoquera, notamment, je parlais du contexte tout à l'heure, aux États-Unis, hein, que ce soit le comité d'information publique par Wilson pendant la Première Guerre mondiale pour inciter les gens, pour convaincre les gens de l'intérêt de s'engager dans le conflit, et par la suite, justement, dans l'entre-deux-guerres, le fait que ce comité n'a pas vraiment disparu et que la propagande, on continue à en faire par la suite, ce que dénoncera notamment John Dewey. Donc, c'est, je le disais, un chercheur en sciences politiques et qui publie du coup cet ouvrage dont on avait parlé quand même, sur les techniques de propagande, donc Propaganda Techniques in the World War, donc il le publie en 1927, donc les techniques de propagande pendant la guerre mondiale, parce qu'il n'y avait pas encore eu de deuxième guerre mondiale. Et dans son modèle, il évoque une gestion gouvernementale des opinions. Alors, pourquoi une gestion gouvernementale des opinions? Parce que la propagande est réputée neutre pour Lasswell. Elle peut être utilisée en fait à de bonnes fins, comme à de mauvaises, ça dépend finalement de l'objectif vers lequel on s'oriente. Mais c'est une perspective qui se tient. En l'occurrence, certains d'entre vous vont travailler sur des campagnes de prévention publique, sur la santé. Bonjour, excusez le déranger. On peut prendre les enceintes. Oui, allez-y. Merci. Et d'autre part, on peut penser à la technique ou à la science, qui là aussi peuvent être mobilisées soit à des bonnes fins, soit à des mauvaises fins. On pense au nucléaire, avec les effets de bombes nucléaires, mais d'un autre côté, la radio, qui a été aussi inventée, c'est dans les radiographies qu'on fait dans l'univers médical, un ensemble d'avancées, de découvertes, grâce aussi au nucléaire. Donc, dans le texte de Harold Lasswell, alors il s'inspire, je l'ai dit clairement, du modèle behavioriste, c'est-à-dire le modèle qu'on avait déjà chez Pavlov, stimulus-réponse. Je peux dire indifféremment behavioriste ou comportemental, psychologie comportementale. Donc les travaux de Pavlov sur le conditionnement, ceux de Thorndike, avec ses lois de l'apprentissage par essai-erreur, John Watson, on a vu, tout ça, ça va constituer ce modèle de psychologie comportementale sur lequel s'appuie Harold Lasswell. Et Lasswell, dans son propos, développe une représentation des médias omnipuissants. L'idée qu'on retrouvera où, pour le dire directement, de médias omnipuissants. Dans un autre courant de recherche qui va considérer que les médias sont puissants, sont très puissants. Il est le courant culturaliste? Non. Les cultural studies, non. Les cultural studies, pas du tout, justement. Enfin, eux, ils vont montrer l'inverse, en fait. Ils vont montrer les limites de ces effets et le fait que, selon le milieu, finalement, on peut filtrer ou interpréter différemment les messages. Mais il y a un courant qui, effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, en fait. L'école de Francfort. L'école de Francfort, les philosophes de Francfort considèrent eux aussi que les médias sont puissants. Ils sont très puissants parce qu'ils peuvent justement aliéner la population. Pour lui, c'est ce qui a conduit à la déroute allemande en 1918. C'est lié au travail de propagande. C'est ça qui a permis de gagner, c'est ça qui a été déterminant dans la victoire des Alliés. Le fait finalement de démoraliser l'ennemi et donc de s'appuyer sur de la propagande.
Donc l'audience des médias, elle est envisagée. Donc là, normalement, ça fait écho à ce qu'on a vu. Hein. Je ne sais pas si ça date un peu, mais vous vous souvenez qu'on considère ici l'audience comme une masse amorphe, comme une cible amorphe qui obéit selon ce schéma. Et on a des individus atomisés qui n'échangent pas entre eux, qui n'ont pas d'esprit critique, qui ne remettent pas en question les discours, les messages. Et encore une fois, on retrouvera la même représentation d'une masse chez les philosophes de Francfort. Peut-être je pourrais vous poser une question piège. C'est quoi la différence du coup entre la théorie des effets version Lasswell et la théorie des effets version école de Francfort? Les leaders d'opinion? Non, ça c'est Paul Lazarsfeld qui lui cherche à prolonger la théorie des effets de Lasswell et finalement il va en partie la remettre en question. Mais on l'a vu, hein, on a bien une théorie des effets finalement, même si elle est plus explicite chez Lasswell, mais dans les travaux des philosophes de Francfort, on a aussi cette idée que les médias ont des effets sur la population en termes d'aliénation. Alors, c'est normal que ça soit pas forcément évident, parce que c'est une différence de perspective théorique, une différence de perspective sur la société. Et comme ça fait 2 ans qu'on a vu ça, c'est plus tout frais. C'est une approche, d'une part, qu'on va qualifier de fonctionnaliste chez Harold Lasswell, et puis une approche critique qu'on va retrouver à l'école de Francfort. Dans les 2 cas, on aura des médias puissants, mais dans un cas, chez Harold Lasswell, c'est ce qu'on vient de dire, ça peut servir à des bonnes fins comme à des mauvaises, c'est relativement neutre, c'est ce qu'il appelle la gestion gouvernementale des opinions, l'idée qu'on peut utiliser la propagande à des bonnes fins ou à des mauvaises fins. Donc l'approche fonctionnaliste, ça vous évoque vaguement quelque chose? On l'avait quand même envisagé, ça, pour vérifier qu'on en a quand même bien parlé, mais du coup au bout de 2 ans, les traces s'estompent progressivement. Donc des choses changent effectivement quand même dans nos structures cognitives. Alors, l'approche fonctionnaliste, c'est l'idée que la société fait système. La société fait système et ce qui compte finalement, c'est l'équilibre du système. Vous vous souvenez peut-être, ce sont des approches qu'on retrouvait déjà au 19e, que ce soit chez Durkheim, on en parlait tout à l'heure, qu'on considère la société comme un tout, et puis beaucoup d'approches, dont Durkheim et d'autres, qui en fait comparent la société à un organisme vivant. Vous savez, c'est le modèle, les théories organicistes, hein, on fait une comparaison avec l'organisme vivant. Chaque organe a une fonction. Et une fonction, pourquoi? Pour équilibrer, pour maintenir le système en vie. Et donc, dans la perspective fonctionnaliste, chaque espace de la société aura aussi une fonction. Les médias ont une fonction, notamment informer sur l'environnement, transmettre un héritage social. Et donc ça, ce sont des fonctions qui permettent l'équilibre de la société. Alors que l'approche critique, c'est une approche d'inspiration marxiste, où là, la perspective, c'est de voir quels sont les moyens de remettre en question l'organisation de la société, l'ordre social tel qu'il existe, et qui, pour eux, est critiquable et dénonçable, notamment parce que dans un système capitaliste, la culture va conduire à l'aliénation de l'audience, plutôt des masses, et pour les philosophes de Francfort, les détourner de mouvements politiques, de causes politiques, etc. Donc, tout ça pour dire qu'on a ici 2 manières de voir finalement la société, mais au final, on va passer par une théorie qui s'appuiera sur les mêmes postulats. Le fait que les médias sont omnipuissants, le fait que l'audience perd son esprit critique et n'arrive pas à remettre en question les contenus, les messages qui sont diffusés, et que du coup, chacun est atomisé, il n'y a pas d'échange, de débat, de sociabilité. Vous vous souvenez ce qu'on trouve chez Gabriel Tarn ou John Dewey. Donc, c'est chez Lasswell, le fameux modèle de la piqûre hypodermique. Vous inoculez un message dans le corps social et vous influencez mécaniquement, directement l'opinion. C'est pour ça qu'on parle d'une théorie des effets directs. Vous envoyez un message et vous avez là le stimulus conditionnel. Vous vous souvenez, vous avez une réponse qui correspond directement à votre message. Et c'est ça que Paul Lazarsfeld va remettre en question. Le fait que si effet, lui il parle d'une théorie des effets, si effet il y a, pour lui, ils ne sont pas forcément directs.
Alors. Donc, au même moment, un autre auteur va produire un ouvrage sur la propagande avec un titre tout à fait explicite, hein, c'est Serge Tchakotine qui publie Le viol des foules par la propagande politique, publié en 1939. Et donc on a là explicitement la référence à cette volonté de manipuler les opinions et donc de manière violente, hein, on pense ça au viol, la propagande politique étant un moyen de violer finalement la population en transformant ces opinions. Il reprend ici en la radicalisant la thèse de la passivité des foules. C'est quoi son nom? Alors, Tchakotine, T-C-H-A-K-H-O-T-I-N-E. Serge Tchakotine. Donc, on retrouve de la même manière, on a un contexte dans cette période des années 30, des années 20 et des années 30. Donc là, on va élargir un petit peu, notamment ces travaux et ces recherches qui sont menées aux États-Unis. On va voir qu'ils sont liés à des intérêts, on va dire, officiels, gouvernementaux, de l'État, finalement, de promouvoir une politique propre. Mais bien sûr, ce n'est pas propre aux États-Unis. Donc, en tout cas, aux États-Unis, ce paradigme des effets, ce modèle des effets, cette théorie des effets, s'est imposé et a été favorisé par le contexte politique, que ce soit après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 40, ou que ce soit là, dès la fin de la Première Guerre mondiale, dans les années 20 et dans les années 30. On avait vu que Norbert Weiner, Karl Hovland, Claude Shannon avaient travaillé pour le Pentagone pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ça, on reverra ça. Peut-être après, on va commencer par le contexte dans les autres pays et puis revenir aussi sur ce contexte de l'entre-deux-guerres. Donc le contexte des années 30, cette montée de la propagande, pourquoi aussi on parle de propagande? Parce qu'on a des réalités, on a dit, techniques économiques, des nouveaux médias, des nouveaux usages aussi liés à ces techniques. Et puis, on a des phénomènes historiques de mobilisation de propagande officielle dans différents pays, et je le disais, pas seulement aux États-Unis. Donc clairement, on retrouve aussi en Union soviétique, à ce moment-là, de la propagande, qui est cette fois une propagande communiste, et notamment avec l'arrivée au pouvoir de Staline, quand il devient secrétaire général du comité central du parti, donc là c'est dès 1922. Il développe carrément un état policier à travers la GPU, puisqu'il est devenu le NKVD, les services de renseignement, les services secrets, puis un véritable état totalitaire, en tout cas le définissait Hannah Arendt, un système total, un système totalitaire, c'est-à-dire avec le régime nazi, on a en Union soviétique un autre système totalitaire qu'on ne retrouvera pas forcément dans des dictatures, dans toutes les dictatures. On a ici le culte de la personnalité, une propagande intense, une réécriture de l'histoire et des procès politiques avec des accusations de complot, latratisme, de compromat, qu'on retrouve bien sûr aujourd'hui. L'exemple le plus récent, redonnez-moi son nom, j'oublie à chaque fois.
Johan Barbero. Johan Barbero. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce représentant de la francophonie, c'est l'Alliance française en Russie, qui du coup a été soumis à un compromat, ce qu'on appelle le compromat, c'est ce qui était utilisé dans les débats, dans les faux procès contre les opposants sous Staline, où on allait construire des fausses preuves, des faux éléments, compromettre quelqu'un. Donc c'est lui qui a fui finalement pour échapper cette situation-là. En Union soviétique, on a également les goulags. Bon, on a en tout cas un ensemble d'éléments, à la fois là en lien avec historiquement ces caractéristiques d'État totalitaire, mais surtout une propagande officielle massive qui est portée à tous les niveaux de la société. On retrouvera aussi, bien sûr, dans le régime nazi, c'est-à-dire les adultes, mais aussi les enfants, les travailleurs, comme l'ensemble des acteurs de la société. Alors, dans une moindre mesure peut-être, en tout cas dans un contexte différent, on a la montée du fascisme. Le fascisme n'étant pas strictement parlé, en tout cas les historiens ne définissent pas de la même manière que le totalitarisme. On n'est pas dans un système totalitaire, mais on a une montée du fascisme partout en Europe à ce moment-là, qui va s'appuyer également sur de la propagande. En Espagne, le général Franco, donc la victoire des nationalistes en 1939. Dans la suite de la guerre d'Espagne qui a opposé les républicains et les nationalistes. En Italie, de la même manière, Mussolini accède au pouvoir en 1922 et il impose un régime à parti unique dès 1925, avec aussi le culte de la personnalité. On retrouve souvent ces éléments-là dans la propagande d'État. On va se rapprocher d'Hitler. On a fait clairement des révisions d'histoire de choses qui normalement doivent être évidente pour vous, avec la signature d'un pacte avec Hitler, un pacte d'acier en 1939. Donc, en Allemagne, bien sûr, Hitler accède au pouvoir en 1933. On a en 1934 ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux, les assassinats des opposants politiques, un système de terreur qui s'impose à ce moment-là. Et la mise en place, là aussi, d'un régime totalitaire, l'extermination de millions de personnes, vous le savez, à travers la solution finale. Une propagande intense va soutenir aussi cette politique menée par Joseph Goebbels, ministre de l'Éducation du peuple et de la propagande, de 1933 à 1945. Aux USA, on a néanmoins, dans le même temps, aussi, et on peut commencer peut-être là par les années 30, notamment les techniques élaborées autour de sondages d'opinion parfois, ou en tout cas de communication politique intense, notamment par Franklin Roosevelt, pour promouvoir le New Deal. On voit ici une politique de relance du pays, qui n'est pas forcément en soi quelque chose de condamnable ou de négatif, mais en tout cas qui va s'appuyer sur une propagande officielle, une propagande relativement intense. On va développer les premiers sondages d'opinion qui vont offrir aux acteurs, aux observateurs politiques, des outils de prédiction finalement des opinions. Oui, donc aux États-Unis, dans les années 30, on retrouve une forte propagande au moment de la politique du New Deal qui a été portée par Franklin Roosevelt. Et le développement, donc ici, cette propagande va s'appuyer sur des sondages d'opinion. Qui offre aux acteurs, aux observateurs, des outils pour commencer ou essayer de prédire des opinions politiques. Et on a des sondages, notamment aussi publiés au moment de l'élection de 1936 qui prédisent finalement la réélection de Roosevelt. Donc ça c'est une autre question, on retrouvera plus quand on parlera de l'opinion publique. En 1937, on a une revue qui est créée directement sur ces questions-là, l'American Association for Public Opinion Research, qui crée une revue scientifique sur les communications de masse et qui va beaucoup s'intéresser à ces questions d'influence et à ces questions de propagande.
Alors, juste remonter. Vous pouvez répéter les dernières phrases. On a une revue qui est créée en 1900. Attendez, parce que je suis en train de reprendre un autre passage. Je vais remonter ici. La revue scientifique sur les communications de masse, Public Opinion Quarterly, qui est publiée en 1937 et qui va largement développer ces questions autour de l'influence, autour de la propagande, ce qu'on va appeler donc le paradigme des effets des médias sur les populations, que va développer Lasswade. Alors, juste un instant, pour reprendre quelques éléments légèrement antérieurs. Alors, voilà. L'usage des techniques de propagande, on l'a dit, n'est pas apparu pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'est pas apparu d'ailleurs juste au moment, en tout cas l'influence, c'est pas une notion qui a émergé juste au début du XXe. Mais on a, au moment de l'entrée en guerre des États-Unis en 1917, le premier comité sur l'information publique, j'évoquais tout à l'heure, créé par Wilson pour soutenir l'effort de guerre, l'entrée en guerre des États-Unis. Et ici, on a un ministère de la propagande qui va produire des contenus à destination des médias. Donc, avant même la formalisation, on va dire la version moderne de la propagande portée par Roosevelt au moment du New Deal, on a ici déjà un ensemble d'outils, un ensemble de documents qui sont produits par le gouvernement à destination des médias. Donc on a des articles, des photos, même des bandes dessinées. Donc ce comité d'information publique produit tous ces documents pendant la Première Guerre mondiale, on l'a vu pour soutenir l'effort de guerre, mais ça ne s'est pas arrêté à la fin du conflit. Pendant la guerre, ils ont utilisé différentes techniques, aussi des bénévoles qui étaient recrutés et qui étaient chargés d'aller prononcer un discours sur le territoire, au même moment, partout sur le territoire, pour convaincre les gens du bien fondé de la guerre, et encore une fois, des positions gouvernementales. C'était un discours de 4 minutes pendant les entractes dans les salles de cinéma. Il y a 75 000 volontaires qui ont été comme ça envoyés à travers tout le pays, qui sont appelés donc, les 4 Minutemen, qui devaient relayer de la même manière que dans les médias cette propagande officielle. Et le comité d'information publique développait enfin des programmes de conditionnement à destination des enfants. Des dépliants, des photos, des périodiques, un matériel finalement pédagogique. Ce sont notamment les éducateurs qui ont dénoncé après-guerre, donc dans l'entre-deux-guerres, ces méthodes d'endoctrinement déployées par le gouvernement. C'est ici que va émerger le débat sur la justification de la propagande. Est-ce qu'il est moral, ou en tout cas est-ce qu'il est justifié de faire de la propagande? Donc pour certains, clairement, rien ne peut justifier l'usage de la propagande
c'est une pratique immorale qui vise à manipuler les opinions. Et au final, quelles que soient les fins qui puissent en justifier l'emploi. Et c'est la position de John Dewey, que j'évoquais tout à l'heure, donc D-E-W-E-Y, un philosophe qui a donc réfléchi sur la démocratie et sur ces échanges entre les citoyens qui peuvent aboutir ou pas à l'émergence d'une opinion publique partagée. Et lui, il va dénoncer le fait que ces programmes de propagande qui avaient été créés pendant la Première Guerre mondiale sont maintenus, en fait, pendant l'entre-deux-guerres, et ils ne disparaissent pas avec la fin de la guerre. Mais pour d'autres, la propagande peut constituer un moyen utile au service de l'État et de la société lorsqu'il s'agit de l'utiliser pour défendre la démocratie. C'est ce qu'on retrouvera dans la défense d'une propagande d'État au moment du New Deal, par la suite, bien sûr. Mais c'est aussi le fait, pendant la Première Guerre mondiale, de soutenir l'effort de guerre des démocraties face à des puissances qui sont présentées comme anti-démocratiques. Pour eux, en fait, il y aurait une bonne propagande qui vise des fins justes et une mauvaise propagande. En fait, la mauvaise propagande, c'est la propagande ennemie. Et ici, cette vision des techniques de conditionnement comme de simples instruments au service de causes justes ou de pouvoirs autoritaires, selon, va converger en fait avec les intérêts du gouvernement. On l'a vu à la fois lors de la Première Guerre mondiale, mais lors de la Deuxième, bien sûr, tout ça va être prolongé, et les différents chercheurs qui travaillent sur les communications, je disais, vont tous participer, enfin beaucoup participer aux agences gouvernementales pour travailler sur la question de la propagande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, tout ça en fait est diffus depuis le début du XXe, depuis le premier conflit mondial qui va finalement développer la propagande, en tout cas aux États-Unis. On le voit bien dans l'entre-deux-guerres, c'est partout en Europe et voire dans beaucoup d'États du monde où cette propagande se développe également. Le débat se crée dans l'entre-deux-guerres, et puis au final, la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, on a un retour vers la propagande et on va avoir une atténuation de ces critiques parce qu'elles vont à l'encontre finalement de la position officielle du gouvernement. C'est donc une vision, celle où la propagande est neutre et que ça dépend de l'objectif, qui converge clairement avec les intérêts du gouvernement américain pendant les deux guerres. Donc la recherche du conditionnement de l'opinion publique va pourtant, pour John Dewey, à l'encontre de ce que lui considère comme la nature délibérative de la vie dans les sociétés démocratiques. Donc, au final, aller à l'encontre de ce caractère délibératif de la vie politique ou du fonctionnement de la politique, c'est aller à l'encontre de la démocratie. Il y a un processus démocratique qui se construit pour lui à travers ces formes de délibération. Et donc, logiquement, même si ce sont à des fins ou pour des objectifs moralement justes, le fait d'utiliser de la propagande, ça va à l'encontre de cette possibilité de délibération. On a pour lui un contournement du débat public, un contournement de l'argumentation rationnelle par le recours à des techniques d'influence. Et je disais, c'était un débat, pour le coup c'est le seul moment, on a eu un débat parce que après la Deuxième Guerre mondiale, enfin pendant la Deuxième Guerre mondiale, il va se refermer. C'est un débat qui a été porté à la fois par des philosophes comme Dewey, mais aussi par les éducateurs qui justement, à qui on envoyait ce matériau à destination des enfants, et qui eux remettent en question la propagande par rapport au principe même de l'éducation. Ça va à l'encontre de ces principes.
de l'éducation. L'éducation et l'enseignement scolaire visent à former des adultes, des citoyens autonomes, capables de formuler un jugement et de disposer d'esprit critique. Or, utiliser la propagande revient à fabriquer artificiellement des opinions. C'est ce que Lippmann évoquait comme la fabrique du consentement. Donc, les éducateurs ont notamment publié un rapport critique sur ces actions de propagande menées par l'État. Ils l'ont publié dès la fin des années 20, en 1929. C'est l'Association nationale des éducateurs qui l'a publié et qui invite les enseignants à être vigilants face aux formes de propagande à destination ou pouvant atteindre les enfants. Et c'est ici qu'ils vont distinguer, qu'ils vont mettre en avant cette distinction entre propagande et éducation. La propagande vise à favoriser la conviction par injonction ou suggestion. Donc la propagande vise à favoriser la conviction par injonction ou suggestion, et donc ils opposent la propagande à l'éducation qui vise une appropriation rationnelle des informations. Ouais, je vais répéter, je finis juste, et le développement d'une capacité de jugement critique. Donc dans ce rapport, l'association des éducateurs met en avant cette opposition, cette différence entre propagande, donc la propagande qui vise à favoriser la conviction par injonction ou suggestion, et l'éducation qui vise une appropriation rationnelle des informations. Et le développement d'une capacité de jugement critique. Donc on voit que le débat autour de la propagande n'est pas seulement théorique, mais ici il a lieu aussi dans ce qu'on appelle la société civile. Les différents acteurs concernés par ces actions de propagande qui vont aussi les remettre en question directement. Ils développent du coup, par exemple, un programme d'analyse critique de la propagande. Et ce type de production fait écho à des choses plus récentes, notamment l'éducation aux médias qu'on retrouve aujourd'hui par rapport au développement de la désinformation ou des fake news. On retrouve cette même mise en avant de l'importance de l'esprit critique, de la mise à distance des informations, du fait de croiser les sources, etc. Donc c'est quelque chose qui, pour le coup, n'est pas né avec le web, et en l'occurrence qui est un problème qui se posait déjà avec la propagande de manière classique, en tout cas la propagande moderne, mais ces premières formes de propagande qui se développent au début du XXe. Donc dans ce programme d'analyse critique, il le développe pour inciter les jeunes à développer leur sens critique, à résister à la propagande. Et donc, il pointe un travail pour identifier les indices du matériau de propagande avec certains éléments qu'on retrouve parfois dans certaines techniques, dans la désinformation, ou dans des discours aussi politiques qui vont extrémistes parfois mobiliser la propagande. Notamment, qu'est-ce qu'on trouve à chaque fois, on va trouver un appel à l'émotion plutôt qu'à la raison. Et c'est peut-être ici qu'on a l'élément qu'on retrouve dans la publicité, mais la publicité va s'appuyer essentiellement sur cet élément-là, on ne retrouvera pas forcément les autres. Parce qu'on retrouve aussi une opposition entre les autres et un nous, qui va permettre d'unifier le groupe, un nous unificateur, unifier la nation, unifier la communauté nationale, par exemple, contre les autres, contre l'ennemi, les autres qui ne sont pas vraiment identifiés. Et on retrouve ça aussi aujourd'hui dans la propagande raciste, où les autres, les immigrés, les étrangers sont perçus négativement, péjorativement, avec les fameux stéréotypes qu'on a évoqués tout à l'heure, à l'encontre d'un nous qui est valorisé, le nous
toujours reprendre un discours, alors sans prendre de positionnement politique, c'est pas le cas dans un cours, mais c'est vrai que dans le discours du Rassemblement national, il y a clairement cette opposition d'un nous des étrangers et des autres plutôt, et d'un nous on ne sait pas bien qui c'est, enfin les Français de souche, de l'origine, etc. C'est quelque chose qui, pour les débats, on le sait bien, remonte à des origines indo-européennes multiples, et puis un certain nombre de brassages. Donc finalement ce nous, on ne le définit pas non plus. On ne définit pas le nous, on ne définit pas les autres, mais ça nous permet, en les opposant, de créer finalement une forme de solidarité. Donc on retrouve ces éléments-là, bien sûr, dans le matériau de propagande, mais c'était au cœur de la propagande nazie, la propagande soviétique, ou de celle de Mussolini. Et d'autre part, pour évoquer un autre élément, on a parlé des biais tout à l'heure, des biais cognitifs, on retrouve des biais dans la propagande, on a parlé du sophisme, on a des biais dans l'argumentation, des biais dans la construction argumentative. Il y a toujours un raccourci, une simplification, notamment là par rapport aux autres, par rapport à la réalité d'une situation, d'un conflit par exemple, d'un contexte. Et clairement, on a des choses qui sont, encore une fois, tout à fait utiles dans les débats autour de la désinformation ou des fake news. Mais ce programme d'éducation critique a été supprimé par le gouvernement au début des années 40. Donc je vais deviner pourquoi. On voit un contexte historique qui explique aussi là, ces décisions politiques. C'est clairement à ce moment-là la fin du débat ouvert, qui a été ouvert dans l'entre-deux-guerres. La fin du débat avec la perspective d'une nouvelle entrée en guerre des États-Unis. Donc, à ce moment-là, les élites américaines, enfin les élites intellectuelles, vont se ranger derrière Franklin Roosevelt, qui prépare l'opinion à une entrée dans le conflit, et beaucoup de chercheurs vont intégrer des agences gouvernementales. Et ils vont directement collaborer à la conception de la propagande. C'est pas juste un rôle d'observateur, ils vont essayer d'améliorer finalement la propagande officielle, ils vont essayer d'en mesurer peut-être les effets et les limites, pourquoi ça marche pas ou ça marche pas bien, et comment finalement rendre tout ça plus efficace. Norbert Weiner, Claude Shannon. Claude Shannon, vous vous souvenez, vous l'avez vu, alors je pense avec Benoît D'Aiguillon plutôt qu'avec moi, mais on a reparlé parce qu'on le retrouve dans toutes les théories Infocom, en tout cas son modèle. Ils vont travailler pour l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, est-ce que ça va pour l'instant? Pas de questions? Non, tout va bien. Donc, on a vu ces différentes origines de la notion d'influence, finalement, qui remonte à l'Antiquité. On l'a vu notamment au débat, aux oppositions entre la philosophie platonicienne et puis les sophistes. Mais c'est une réflexion qui va se formaliser au début du XXe, avec la convergence de nouveaux moyens de communication et de nouveaux intérêts politiques. Enfin, ils ne sont pas tout à fait nouveaux, en tout cas, ils ont des moyens qu'ils vont pouvoir utiliser pour porter ces objectifs politiques, mais des objectifs politiques qui conduisent à un conflit mondialisé, donc avec des enjeux qui sont à une autre échelle que ce qu'on pouvait connaître précédemment. Donc, encore une fois, ce n'est pas tant radicalement nouveau qu'une manifestation nouvelle, des formes nouvelles d'enjeux, notamment autour de l'influence qu'on pouvait trouver précédemment. Donc ici, on voit bien, avec l'utilisation de la recherche autour de la propagande par l'armée américaine, la convergence des scientifiques vers des problématiques et des objets de recherche en lien avec l'engagement militaire. J'ai évoqué Norbert Weiner, Claude Shannon, qui parlait de Karl Hovland aussi. Alors lui, je ne pense pas qu'on l'ait vu, on l'a pas vu en cours, qui est un autre chercheur sur les communications de masse, qui a contribué à suivre
des médias aux États-Unis. Donc Hovland s'écrit H-O-V-L-A-N-D. Karl Hovland, lui, il se penche par exemple sur les films de propagande destinés aux soldats. Et Harold Laswell, il a travaillé sur les messages de propagande. À la bibliothèque du Congrès, il a fait ce qu'on appelle une analyse de contenu pour essayer de voir quelles sont les caractéristiques de ce matériau et comment finalement l'améliorer. Ça, Alors là, c'était Harold Laswell. Et Claude Shannon, vous le savez, a travaillé lui dans les télécoms. Enfin, il venait des télécoms, donc il a travaillé dans la cryptographie, pour transmettre les messages de manière codée. Ce qui veut dire que dans le domaine des recherches en communication, la problématique de l'efficacité de la persuasion s'impose. À travers donc ce questionnement sur les effets directs de la communication médiatisée. Donc, pour le reprendre, dans le domaine des recherches en communication, la problématique de l'efficacité de la persuasion s'impose. Alors elle s'impose en fait depuis le début du XXe. C'est pas né dans la Deuxième Guerre mondiale, mais elle s'impose, on va dire, de plus en plus à travers un questionnement sur les effets directs de la communication médiatisée. On a ici des choses qui vont se prolonger derrière. Je disais tout à l'heure, le comité d'information publique n'a pas disparu dans l'entre-deux-guerres, a même du coup été au cœur d'un débat autour de la question de la propagande. Et puis on retrouve pendant la Deuxième Guerre mondiale une propagande officielle intense qui va être portée par un ensemble d'acteurs politiques et notamment les intellectuels. Eh bien, de la même manière, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ces chercheurs qui ont travaillé sur l'influence et la propagande pour l'armée vont continuer à le faire dans le domaine civil. Pourquoi ? Parce que c'est efficace. C'est-à-dire ? Il y a des choses qu'on peut prévoir, du coup ça peut être aussi intéressant d'utiliser ça dans le domaine du privé. Et plus précisément, Enfin, la pub. par exemple, on a effectivement un ensemble d'acteurs privés, de commanditaires, donc, qui vont être intéressés par ces recherches, par ces travaux, qui vont du coup financer ces recherches et ces travaux, parce qu'effectivement la question de l'influence des opinions n'intéresse pas que les politiques. Par contre, l'intérêt des politiques pour l'influence des opinions ne disparaît pas non plus. C'est-à-dire que vous avez aussi des recherches qui sont stimulées ou en tout cas financées spécifiquement par le gouvernement sur ces questions-là. Et là, ça renvoie, mais on l'avait peut-être évoqué ensemble, je pense, mais bon, c'était il y a 2 ans, au modèle de financement de la recherche aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous êtes financé, ou en tout cas vos financements sont en partie publics, et parfois une petite partie est largement privée. C'est-à-dire que vous devez arriver à trouver vous-même des financements. Et donc, logiquement, la recherche que vous développez va être une recherche qui permet de répondre aux attentes des commanditaires. Donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les commanditaires publics comme privés attendent des réponses autour de l'influence des médias, de l'influence de leurs messages, de l'influence de leur communication. Et c'est là où justement on va passer dans une nouvelle théorie qui va affiner le modèle, mais qui poursuit la théorie des effets, le modèle de Lazarsfeld, donc sur la communication à 2 temps. Lazarsfeld, il s'intéresse aussi aux effets des messages, mais simplement, aussi intéressant, il va montrer les limites, et notamment le fait que ces messages-là ne peuvent pas s'imposer directement, mais vont être médiatisés par les fameux leaders d'opinion. Encore pour tout le monde. De toute façon, là, on revoit normalement des choses qui, bon, c'est vrai que ça peut être à dire, mais qu'on a déjà vu ensemble. Et notamment Paul Lazarsfeld, qui reprend cette question-là, des effets de la communication. Mais en opérant une rupture
avec le modèle de Lasswell, en démontrant le caractère limité. Alors Lazarsfeld, je vous rappelle comme son nom, juste comme ça, c'est L-A-Z-A-R-S-F-E-L-D. Et il démontre du coup le caractère limité et indirect de ces effets. Ce modèle des effets directs, donc celui de Lasswell, celui que Lazarsfeld va remettre en cause, supposait une audience homogène et passive. Et c'est cette audience homogène et passive, c'est l'existence de cette audience homogène et passive qui va être remise en cause par une série de travaux menés par Lazarsfeld et d'autres chercheurs au sein Bureau of Applied Social Research, donc le bureau de la recherche sociale appliquée. Recherche sociale appliquée, pourquoi? En écho à ce que je viens de dire précédemment, parce que c'est de la sociologie, on va dire, des médias appliqués à l'étude des effets, directs ou indirects, de messages. C'est-à-dire appliqués parce que vous pouvez produire des résultats concrets, tangibles, que vous allez ensuite vendre à des commanditaires. Donc, petite révision, la première grande enquête dans laquelle Lazarsfeld va remettre en cause cette théorie des effets directs, c'est The People's Choice, How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign, donc le choix des individus, comment les voteurs, les électeurs, se font leur opinion dans une campagne présidentielle. Une étude publiée en 1944, mais sur une campagne présidentielle qui a eu lieu en 1940. Et du coup, que montre Lazarsfeld, Bernard Berelson et Hazel Godet? Les leaders d'opinion, mais avant d'en arriver là quand même. Les groupes dans lesquels on est ont un impact sur les décisions. Oui, voilà. Donc effectivement, les groupes, et par ces leaders d'opinion, ce qui montre, c'est que justement, les effets directs, puissants, massifs des médias sont limités. Et en fait, les opinions individuelles évoluent pour d'autres variables, d'autres critères. Les leaders d'opinion, c'est vrai, mais d'autres aussi, comme les variables sociodémographiques, par exemple. Donc ce qu'ils vont montrer, c'est déjà les limites de ces effets des médias, et donc en tout cas le fait que les médias ne sont pas aussi puissants qu'on pouvait le penser. Les comportements politiques ne se réduisent pas à des choix individuels, en fait, sur lesquels il est facile de peser. Là, on voit aussi, alors à la fois des variables sociales, on a parlé de déterminants sociaux tout à l'heure, les variables sociodémographiques notamment, le vote, il va dépendre aussi des variables géographiques, des variables parfois d'âge, et en l'occurrence, il dépend aussi de l'environnement relationnel. C'est là le fameux usage de la notion de leader d'opinion, qui reprennent à la psychologie sociale et qu'ils appliquent à l'étude de la communication. Les opinions s'inscrivent dans des relations sociales qui limitent les effets possibles de la propagande politique ou des messages médiatiques. Donc, ce que je disais dans un premier temps, il montre déjà l'influence de variables sociales comme l'appartenance de classe, l'appartenance géographique, la religion, mais aussi de communication interpersonnelle qui ont lieu dans les groupes primaires. Donc les groupes primaires, c'est une autre notion qui reprenne à la psychologie, et ce sont nos réseaux, les réseaux dans lesquels on s'insère, on s'inscrit et qui sont juste autour de nous, le réseau familial, le réseau interpersonnel, professionnel ou amical. Oui. Donc, le vote dépend de variables sociales, mais aussi de communications interpersonnelles qui ont lieu dans les groupes primaires. Et donc, les groupes primaires sont les réseaux familiaux et amicaux, les équipes de travail, etc.
ces variables-là et cette appartenance à des groupes vont contribuer largement au choix politique et à son évolution. Ils mettent en avant le fait que ces leaders d'opinion ont un rôle de prescripteur. Prescripteur, c'est comme quand on va prescrire un comportement, on va inciter les autres à adopter un comportement. Et c'est pour ça qu'on parle encore des influenceurs aujourd'hui, parce qu'on considère qu'ils vont être prescripteurs justement par rapport à leur communauté, et donc que communiquer grâce à ces leaders d'opinion, ça peut avoir une influence sur la cible. Ils occupent souvent, et bon là c'est juste pour reprendre quelques éléments sur les leaders d'opinion, vous vous souvenez, une position valorisée dans les communautés. Ce sont souvent des intermédiaires entre les médias et le reste du public, parce qu'ils sont souvent grands consommateurs de médias. Donc il peut pour Lazarsfeld y avoir une influence ou un effet, c'est juste qu'il sera indirect. Il passera par ces leaders d'opinion avant de toucher l'ensemble de la population. Ils distinguent des leaders d'opinion, mais ils évoquent aussi des suiveurs, c'est-à-dire que dans ces groupes primaires, dans ces groupes, en termes de psychologie sociale, vous avez des leaders et des suiveurs. Vous avez ceux qui vont justement imposer ou impulser leur opinion, et ceux qui vont l'adopter. Ceux sur qui ils exercent cette fameuse influence. Donc, ce sont ces résultats qui conduisent les chercheurs à élaborer ce fameux modèle de la communication à deux temps, le two-step flow of communication. Vous vous souvenez, donc là on a les expressions flux communicationnel en deux temps, flux de communication à deux étages, ou two-step flow of communication. Donc qui va du coup supplanter dans le champ des théories de la communication le modèle développé par Lasswell. Et il précise, vous vous souvenez, en 1955, un peu plus tard, dans une autre enquête, ces résultats-là, donc une enquête qui s'appelle Personal Influence, qui a été retraduit récemment, et c'est pas pour rien, parce que c'est un peu une des bibles justement du marketing 2.0, sur ce rôle des influenceurs. On va remonter jusqu'à Lazarsfeld. Et donc, directement, explicitement le titre, Personal Influence, l'influence personnelle, comment les gens peuvent influencer les autres, qui consiste donc à analyser les déterminants, ce qui va déterminer les choix d'un groupe de femmes dans une petite ville de l'Illinois. Et donc là, ils élargissent, à la fois c'est les affaires publiques, mais c'est aussi l'achat des biens de consommation, la mode, le cinéma, etc. Donc ça, c'est Personal Influence. Alors bon, je peux reprendre quand même, parce que ça fait longtemps, ce qu'on avait pu voir, vous vous souvenez, sur le plan de méthode, ils font à la fois des sondages d'opinion. On l'a vu, on avait déjà cette technique-là développée par les équipes de Roosevelt, qu'on va formaliser justement dans les années 40, et notamment Paul Lazarsfeld va le faire. Et il va croiser ça, donc là il constitue des méthodes de panel, vous avez un groupe de personnes que vous interrogez à plusieurs moments. Vous voyez les évolutions possibles de leurs opinions. Ils vont croiser ça à des données, des entretiens avec les individus sur le goût, sur les pratiques de consommation. Et ils vont croiser ça avec des données sociométriques. Les données sociométriques, c'est les relations, la nature des relations dans un groupe, la nature des relations interpersonnelles. Comment les autres comment les acteurs sont en relation les uns avec les autres. Et donc, quelle est votre relation, évidemment, avec telle ou telle personne. Et donc, ils arrivent à évaluer la position de l'individu dans le groupe. Et donc, en croisant les deux, à montrer comment certaines personnes peuvent influencer d'autres personnes. Donc, clairement, dans Personal Influence, ils renouvellent le constat, logiquement, d'une influence limitée sur les choix individuels. Ils observent encore la prédominance d'une influence des leaders d'opinion. Mais ici, ils vont un peu nuancer le rôle de ces derniers. Et notamment, ils vont montrer que selon les domaines, les leaders d'opinion peuvent devenir des suiveurs à d'autres moments, qu'on n'est pas expert forcément en tous les domaines et qu'on n'aura pas une influence dans tous les domaines. Donc, clairement, en s'inspirant de la psychosociologie, pour étudier l'influence des médias, c'est là où on passe sur une autre perspective par rapport à Lasswell, qui lui utilisait la psychologie comportementale. Vous vous souvenez, un modèle
assez basique, on va dire, même si on retrouve jusqu'aux années 80-90. Après, en tout cas, le modèle de la psychologie comportementale, Lazarsfeld, lui, va mobiliser la psychologie des petits groupes, la psychologie sociale, la psychosociologie, pour croiser ça avec la question de l'étude de l'influence des médias. Et donc ils vont, notamment lui et puis Elihu Katz, je ne sais pas si vous vous souvenez de Katz, on avait vu aussi sur un autre courant qui va se développer par la suite. En tout cas, Paul Lazarsfeld et Elihu Katz ouvrent une nouvelle voie de recherche qui va largement dominer le champ donc, des études sur les médias jusqu'aux années 60. Mais à côté de l'univers de la publicité et de la communication politique, on l'a vu, les acteurs privés qui veulent faire la publicité vont beaucoup s'appuyer sur ces études menées par le laboratoire de Lazarsfeld. À côté de la publicité, d'autres formes de communication vont se développer dans la seconde moitié du XXe. Le lobbying, les relations publiques et ce qu'on appellera spécifiquement la communication d'influence. Donc, on va passer à notre deuxième chapitre sur les stratégies d'influence classiques dans le domaine économique, le lobbying et les relations publiques. Est-ce que, sur ce qu'on a vu dans le premier chapitre, il n'y a pas de problème particulier et c'est bon pour tout le monde? Ça va? Donc, on a vu comment cette notion remonte à très loin, comment elle s'appuie au 19e sur des réflexions des élites, sur les foules, la peur des foules, vous vous souvenez, et comment on va perdre son libre arbitre dans un groupe. Et c'est ce qui donnera ensuite la notion de masse, un ensemble homogène, amorphe, d'individus qui sont soumis finalement à un message qui va orienter leur opinion. Et la propagande moderne, en s'appuyant sur les moyens de communication modernes, et donc les moyens de communication de masse, c'est comme ça qu'on va les appeler, vont justement essayer, en tout cas la propagande va essayer d'influencer les opinions publiques. On peut quand même pointer par rapport à ce que j'évoquais sur les phénomènes de propagande, et notamment c'est bien avec les moyens de communication modernes, parce qu'on a souvent mis en avant le fait que Hitler, par exemple, mobilisait beaucoup ses moyens de masse, Goebbels mobilise beaucoup ses moyens de masse, et c'est vrai. Et à la fois, quand ces moyens de masse étaient utilisés contre eux, ça ne les a pas empêchés d'accéder au pouvoir. La radio n'était pas forcément pro-Hitler, les grands journaux ne défendaient pas forcément ses opinions. Au début des années 30, vraiment, ils ont accédé au pouvoir. Donc on voit justement que ce n'est pas les médias eux-mêmes qui vont nécessairement induire ces résultats de la propagande, mais que ça dépend aussi d'autres variables, et notamment parce que les médias ne sont peut-être pas si puissants que ça, comme a pu le montrer Lazarsfeld. Donc, on va commencer ce deuxième chapitre, et puis on finira la séance d'aujourd'hui sur les dossiers. En évoquant donc les stratégies d'influence qu'on peut considérer comme des stratégies classiques, en tout cas qui se développent à partir du milieu du XXe, le lobbying, les relations publiques, et qui, encore une fois, on peut faire remonter un petit peu plus tôt. Je le disais, à côté donc, de l'univers de la publicité, d'autres formes de communication se développent, surtout dans la seconde moitié du XXe. Donc le lobbying, les relations publiques, et la communication d'influence, parce que si les stratégies visant à influencer l'opinion des consommateurs s'appuient largement sur la publicité, les entreprises cherchent aussi à influencer les décideurs, dont les actions ont des conséquences sur l'activité économique.
les entreprises cherchent aussi à influencer les décideurs dont les actions ont des conséquences sur l'activité économique. Et ça va être notamment le lobbying. On va essayer d'influencer directement les décideurs politiques. L'étape suivante, c'est ce qu'on appellera plus spécifiquement la communication d'influence. Ça, on verra du coup, notamment après, des tentatives, des stratégies, des techniques mises en œuvre pour influencer les politiques, mais en passant par l'opinion publique. Donc, ce qu'on va appeler la communication d'influence ou les stratégies d'influence aujourd'hui, c'est une manière souvent d'influencer les décideurs en passant par une mobilisation de l'opinion publique, en essayant de mettre finalement en avant un certain cadrage du débat ou des faits qui peuvent aller dans le sens finalement des intérêts de ces acteurs. Donc, commençons par le lobbying, qui consiste, je disais, à faire pression sur les décideurs politiques pour influer sur les décisions concernant les lois ou les réglementations qui vont nuire aux intérêts privés. Donc, le lobbying consiste à faire pression sur les décideurs politiques pour influer sur les décisions concernant les lois ou les réglementations qui peuvent nuire aux intérêts privés. Alors, il s'est largement développé au cours du XXe, mais encore une fois, on peut en trouver les premières origines, beaucoup plus tôt. Et notamment dans l'activité qu'on appellerait aujourd'hui du lobbying, mais qui ne s'appelait pas encore tout à fait comme ça à l'époque, dès le XIXe siècle, au Parlement anglais. En fait, le terme même de lobby, il vient du terme qui désigne les couloirs qui se trouvaient dans l'Assemblée, dans le Parlement, la Chambre des communes. Et donc, c'est dans ces couloirs où en fait des groupes de pression viennent rencontrer les parlementaires, viennent discuter avec eux et donc essayer de les influencer. Aujourd'hui, clairement, le lobbying est une activité qui s'est largement développée et professionnalisée. Aux États-Unis comme en Europe. Donc c'est là où on passe à une autre échelle du lobbying, entre même le milieu du XXe après-guerre, c'est encore quelque chose qui se développe, qui émerge plutôt, et puis la fin du XXe et aujourd'hui, on estime par exemple qu'il y a entre 15 000 et 30 000 lobbyistes qui travaillent à Bruxelles. On trouve la Commission européenne, et où siège parfois le Parlement. Le Parlement européen étant aussi réuni à Strasbourg, où 4000 lobbyistes disposent d'un badge d'accès pour le Parlement. Donc on voit bien que c'est loin d'être marginal, c'est loin d'être anodin. Et on en trouve bien sûr également à proximité des parlements nationaux, en France, à l'Assemblée nationale, comme aux États-Unis ou au Congrès américain, à Washington, on compte plus de 40 000 lobbyistes. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure déjà le terme de groupe de pression. Donc, les lobbyistes travaillent pour différents groupes de pression privés qui cherchent à protéger leurs intérêts en pesant sur les lois, les réglementations, les nouvelles normes. Donc, les lobbyistes travaillent pour différents groupes de pression privés. Alors, justement, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, ça c'est à l'origine par les entreprises privées que s'est développé le lobbying, mais aujourd'hui on trouve des formes de lobbying portées par des associations, portées par des ONG pour défendre des causes ou l'intérêt général. Pas toujours
un intérêt privé. Et ils vont le faire après de la même manière en allant au Parlement, à la Commission, ou en allant voir les députés. En tout cas, et ça n'a pas disparu bien sûr, les groupes de pression privés cherchent à protéger donc leurs intérêts en pesant sur les lois, les réglementations et les nouvelles normes, notamment des normes industrielles. Et de manière générale, toutes les décisions politiques finalement qui peuvent présenter un danger plus ou moins grand pour l'activité économique. Donc, un groupe de pression cherche en général à favoriser ses propres intérêts économiques, le plus souvent. Mais on trouve aujourd'hui des groupes de pression politiques et les ONG, les associations de consommateurs, on va le dire, commencent aussi à faire pression sur les gouvernements. Alors, ils vont le faire en mobilisant tous les moyens dont ils peuvent disposer, c'est-à-dire à la fois du lobbying et de la communication d'influence de manière plus précise, c'est-à-dire donc, soit directement par les actions de lobbying à destination des décideurs, des parlementaires par exemple, soit en cherchant à influencer indirectement les acteurs politiques en influençant l'opinion publique. Et on passe beaucoup par ce biais-là, notamment les ONG vont mettre en lumière finalement l'importance des transformations qu'elles dénoncent. Par exemple, pour reprendre l'exemple de l'environnement, mettre en avant cette question environnementale pour influencer éventuellement des décisions politiques. Donc on a ici des campagnes d'influence qui sont mises en œuvre pour faire évoluer l'opinion publique sur certains sujets. Alors, en même temps qu'elle cherche à faire pression sur les décisions politiques à des moments clés du processus d'élaboration des lois, et donc notamment, et d'ailleurs peut-être je vous pose la question, comment les lobbyistes vont essayer d'influencer ce processus d'élaboration des lois. Alors, là on aurait effectivement des campagnes d'influence qui peuvent être organisées par des cabinets qui font aussi du lobbying, mais le lobbying, on va ici on est dans la campagne d'influence, dans la stratégie d'influence, on va influencer indirectement en mobilisant l'opinion pour ensuite influencer des décisions. Mais le lobbying, souvent, c'est plus direct que ça. C'est-à-dire qu'on va être en contact direct avec les décideurs. Et comment, finalement? Par les syndicats. C'est-à-dire? Je sais pas, souvent, dans le lobbying, c'est des groupements de plusieurs trucs privés, du coup, qui représentent ça, je pense ça comme un syndicat. Alors oui, vous pensez à des structures interprofessionnelles, des syndicats interprofessionnels qui ne sont pas des syndicats de salariés, mais là des organisations qui effectivement portent pour peut-être des petites entreprises, des intérêts, et ça on le retrouve beaucoup, alors à la fois effectivement au niveau mondial ou européen, mais aussi beaucoup au niveau territorial, enfin, sur des régions, sur des espaces limités, et notamment pour des petites structures, on va effectivement se rassembler, et c'est là où on peut soit avoir une instance propre, soit faire appel à un cabinet. Et donc on va faire appel, on va payer là, un cabinet de lobbying pour défendre les intérêts du groupe. Il va faire quoi ce cabinet de lobbying? Il va montrer les avantages, etc. d'avoir. Oui, tout à fait. Et donc concrètement, comment ils vont le faire? Finalement, ça consiste en quoi le lobbying concrètement, quoi, en pratique? Revendiquer un intérêt qui soit. Oui, comment?
Bah, ils montrent des chiffres comme ça. Alors oui, on y vient. En fait, c'est en tout cas là où on en vient. Ils fournissent par exemple une documentation. Ils fournissent des éléments factuels, des éléments chiffrés, hein, effectivement. Un ensemble d'informations, c'est pas forcément de la désinformation, ils produisent de l'information, mais c'est une information qui peut être orientée, c'est-à-dire qu'en tout cas on sélectionnera l'information dont on a besoin. Et bien dans l'univers de la communication, on va sélectionner une information qui permet de défendre son objectif. Donc clairement, on va produire de la documentation, et ça c'est l'argument quand on interroge hein, les lobbyistes, ou quand on interroge plutôt les politiques même sur leur rapport avec les lobbies, hein, parce qu'en première réaction, c'est la réaction unanime, c'est-à-dire que vous n'aurez aucun politique qui va vous dire ah oui, je me fais influencer par les lobbies et je me suis fait avoir comme un bleu. Ils vont plutôt vous dire non, les lobbies nous apportent de l'information. Nous ne sommes pas experts en tout, et donc finalement on ne peut pas avoir connaissance de tous les dossiers. Et donc les lobbies vont s'appuyer là-dessus, ils vont mettre en avant des compétences techniques. Ils vont mettre en avant leur expertise sur des dossiers complexes. Et c'est particulièrement vrai au niveau européen. Hein. Vous avez des enjeux qui sont réellement complexes. Donc clairement, on va ici mettre en avant de l'information, donc sous la forme de documentation. Ça, c'est la forme essentielle hein, du lobbying. Et puis ensuite, à cette pratique de base, hein, on va s'agréger une dimension plus relationnelle, hein, tout simplement. C'est créer une relation avec ces acteurs-là, et c'est là où on va rejoindre la question des relations publiques. C'est-à-dire qu'ici, on va essayer de créer de la confiance. On va être, donc c'est pour ça hein, que les lobbies, c'était les couloirs dans lesquels les gens se rencontraient. Dans quel cadre on va fournir cette documentation hein, ça peut être en l'envoyant par mail ou par la poste, mais ça peut être aussi en allant déjeuner avec une personnalité politique et en lui faisant une synthèse de ces éléments-là. Donc là, on est dans une relation plus informelle et on est justement à mi-chemin entre lobbying et relations publiques. On va essayer de créer de la confiance avec ces acteurs. D'où la question des relations de proximité ou de la trop grande proximité parfois entre ces acteurs-là. Et c'est ça qu'on va reprocher aussi aux acteurs politiques d'être trop facilement influençables, ou en tout cas influencés justement par ces lobbies. Leur principale source d'information au lobby. Leur principale source d'information au lobby, ce sont des données internes qu'ils vont produire, des études externes qu'ils vont sélectionner et des témoignages éventuellement qu'ils vont rassembler. En fait, ils développent une vraie expertise, par exemple comme des chercheurs, à la différence qu'eux, ils vont sélectionner ensuite ce dont ils ont besoin parce que ce sont des communicants. Et qui vont mettre en avant un certain nombre de points saillants, d'intérêts qui convergent en fait avec l'intérêt de la firme ou avec l'intérêt du groupe. Donc clairement, ils produisent, encore une fois, pas forcément de la fausse information. Ils ne vont pas fabriquer de la fausse information. Pardon ? Ils choisissent. Exactement. Ils vont mettre en avant, alors ça peut être par exemple sur des dossiers qui concernent l'environnement, etc. Ils vont mettre dans la balance le fait qu'il y ait beaucoup d'emplois, qu'en termes économiques, ça peut avoir une incidence, et ils vont rassembler beaucoup d'éléments là-dessus. En termes d'une nouvelle réglementation, d'une nouvelle norme, pareil, les conséquences seraient dramatiques pour l'industriel, il serait obligé de licencier tout le monde, donc il faut réfléchir à deux fois avant d'y aller. Donc ça, c'est un exemple le plus courant, mais on a ensuite un ensemble d'éléments factuels qu'on va essayer de rassembler, qu'on va essayer de mettre en avant. Donc, et peut-être, juste pour évoquer, parce que je disais qu'il y avait liens, ce qu'on verra aussi sur les relations publiques, hein, c'est ça, c'est que les relations publiques vont venir appuyer ce travail-là avec les attachés de presse en créant des occasions de communiquer. Donc, justement, on peut diffuser ces informations-là. Eux, ils vont créer les événements pour le faire. Alors,
pourquoi les choses se sont quand même largement accélérées au milieu du XXe siècle? Parce que c'est à ce moment-là que certaines entreprises, en tout cas, deviennent internationales. Plutôt, certaines entreprises étaient internationales dès le 19e, mais on a ce qu'on va appeler la mondialisation de l'économie. À ce moment-là, les échanges s'intensifient au niveau international. L'entreprise, du coup, est souvent une entreprise mondialisée qui a de moins en moins de frontières. Elle est au cœur d'une circulation de plus en plus intense d'informations. Et donc elle doit sa survie en partie grâce à sa capacité à communiquer. Et la survie d'une entreprise va d'ailleurs être liée souvent, on parlera de l'intelligence économique, à sa capacité de maîtriser l'information, à la fois ici pour la diffuser auprès des acteurs cibles, mais aussi pour repérer, pour anticiper en fait sur les évolutions de l'environnement en repérant des menaces ou des opportunités. Donc, la communication d'influence, on verra, c'est aussi par exemple réagir à une menace ou essayer justement de menacer les positions d'un concurrent. Donc, à l'intérieur comme à l'extérieur, donc c'est-à-dire dans une communication interne, on le verra par exemple les relations publiques, c'est à la fois vers l'extérieur, mais aussi en interne. À l'intérieur comme à l'extérieur, l'entreprise a intégré les phénomènes de pression et d'influence dans son pilotage stratégique. C'est le rôle des managers aujourd'hui qui pilotent des organisations qu'on va considérer comme des organisations complexes, soumises aux incertitudes de l'environnement. Et notamment, ces évolutions, elles sont liées à l'univers de la concurrence. On va dire, la concurrence est plus forte aujourd'hui qu'elle pouvait l'être dans les années 50. Vous avez plus d'acteurs. Vous avez ce qu'on appelle une volatilité de la demande. Les consommateurs sont prêts à changer plus rapidement de produits, en tout cas pour certains d'entre eux, sauf quand justement vous y associez beaucoup d'images de marque. Et en l'occurrence, vous avez une incertitude qui est très grande dans cet environnement économique, mais aussi en interne, c'est-à-dire par rapport à ses propres salariés. La vie en interne, les salariés sont moins fidèles qu'auparavant, parce qu'ils savent aussi qu'ils vont peut-être changer d'entreprise plusieurs fois dans leur carrière, et donc on a un attachement moins fort entre le salarié et son entreprise. Donc d'où aussi la nécessité des relations publiques pour mobiliser, pour finalement intégrer les salariés aussi dans les projets de l'entreprise. Tout ça s'inscrit, alors ça c'est vrai de la communication bien sûr, d'influence, du lobbying et des relations publiques comme un des éléments finalement d'action pour l'entreprise. Les éléments d'action c'est quoi? Les produits, on peut changer la nature des produits, on peut changer les prix, on peut changer la forme de distribution ou bien sûr on peut communiquer. La communication c'est un des enjeux centraux pour ces entreprises-là. Donc, les entreprises savent aujourd'hui que l'entrée sur certains marchés, par exemple, implique une démarche qui peut être longue, une démarche qui peut aussi être coûteuse. Et elles ont donc pris conscience de la nécessité d'agir auprès d'interlocuteurs qui ne sont pas directement des consommateurs. Donc pour reprendre dans ce point-là, les entreprises savent aujourd'hui que l'entrée, ou en tout cas le développement de nouveaux marchés, implique une démarche qui peut être longue et coûteuse, et elles ont pris conscience de la nécessité d'agir auprès d'interlocuteurs qui ne sont pas directement des consommateurs, c'est-à-dire qu'il peut s'agir de l'État, il peut s'agir de l'administration au sens large, ou aussi des syndicats. On a parlé des syndicats de salariés, c'est aussi des relations stratégiques par rapport à ces syndicats pour éviter peut-être qu'ils bloquent la production. D'où clairement le développement de ces stratégies de lobbying et également, comme on le
verra, des relations publiques ou des actions d'influence. Monsieur, Oui, vous pouvez répéter, l'entreprise savent que... aujourd'hui, l'entrée ou le développement de leur activité, en fait, le développement des marchés, cette entrée sur de nouveaux marchés implique une démarche qui peut être longue et une démarche qui peut être coûteuse en termes d'investissement et en termes de risque. Quand vous avez déjà plusieurs acteurs sur un marché, si vous voulez rentrer sur ce marché-là, vous risquez plus facilement de vous ramasser, alors qu'avant c'était peut-être quelque chose qui était moins le cas, parce qu'il y avait moins d'acteurs en concurrence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer justement de bien maîtriser le cadre réglementaire, législatif, et donc d'interagir avec des acteurs qui ne sont pas simplement les gens qui vont acheter vos produits. Si vous voulez développer un marché à l'étranger, vous allez aussi voir ces questions-là, quel que soit le lieu où vous allez développer votre activité. Donc, l'entreprise, et notamment justement ici, quand elle veut ouvrir des nouveaux marchés, elle va développer des contacts avec des acteurs multiples, politiques, économiques ou sociaux. Et dans ce cas-là, l'entreprise va alterner vis-à-vis de ces acteurs, soit une stratégie de pression, et qui sera ici mobilisée, notamment dans le lobbying, pour modifier rapidement une situation, soit l'influence, qui repose sur un processus plus long, un processus long de persuasion. Donc clairement, ces deux formes, lobbying, relations publiques, sont les formes qui se développent en premier, avant la montée du web, avant le développement de ce qu'on verra, les formes d'action d'influence qui sont aujourd'hui menées en ligne, et quasiment essentiellement en ligne. Donc le lobbying, il garde cette image, ou il a en tout cas une image d'un ensemble de techniques de persuasion, parfois illégales. Quand on pense au lobbying, on pense à la corruption, on pense à des pots de vin ou des dessous de table, et on y pense parce que ça a pu être le cas. En l'occurrence, il y a pu y avoir aussi un ensemble de pratiques illégales. Ce qu'on verra, c'est que la professionnalisation, elle s'accompagne aussi de l'établissement de règles de bonne conduite. Pour montrer qu'on est un professionnel, on va montrer justement qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et on va essayer de lisser un peu cette image du lobbying. Donc, on l'a vu, c'est une activité qui s'est largement développée jusqu'à aujourd'hui et qui s'est largement développée en particulier aux États-Unis. Dès 1946, le pays a légiféré pour fixer des règles justement autour de cette profession. Tous les pays démocratiques ou à structure démocratique ont redécouvert, on va dire, ce métier qui, encore une fois, remonte aux origines de nos histoires institutionnelles. Ce sont des personnages de l'ombre, en fait, les conseillers. Sous les empereurs, les rois, tous les présidents, il y a toujours eu des hommes, des femmes d'influence, les personnages dans l'ombre des grands qui arpentaient justement les couloirs ministériels. Et au final, il n'y a pas une seule capitale qui n'abrite pas ce genre de conseillers. Donc, le rôle de ces acteurs va être de représenter les intérêts particuliers d'une association, d'un parti, d'un syndicat ou d'une entreprise auprès des gouvernants. Mais avant, on avait déjà auprès du roi, les corporations par exemple, avaient défendre aussi leurs paroles, leurs intérêts. Ici, on a une formalisation, un développement de cette activité et une professionnalisation. Donc, le lobbying, c'est une activité qui s'est largement développée et professionnalisée aux États-Unis comme en Europe. Je vous ai donné les chiffres aujourd'hui qui montrent bien le changement d'échelle de cette activité-là.
Donc, ce sont des acteurs privilégiés, à la fois des acteurs politiques, mais aussi parfois des décideurs économiques. On peut avoir des lobbies vis-à-vis d'acteurs, d'autres acteurs dans l'univers économique. Et leur rôle, c'est renforcer, c'est consolider avec la complexification des processus de décision. C'est ce que j'évoquais sur l'argument classique des lobbyistes, de l'expertise, de la complexité technique des dossiers. Donc, le lobbying, il est souvent au service d'intérêts particuliers, mais il peut être un support d'action militante et orienté vers l'intérêt général, on l'a dit, des ONG, des associations de consommateurs, des associations de protection des droits, ou des acteurs militants qui vont défendre des groupes défavorisés socialement, les immigrants, les homosexuels, les handicapés, etc. Mais bien sûr, le lobbying, il est souvent au service d'intérêts privés ou d'intérêts particuliers. Souvent les intérêts de grandes firmes ou des entreprises, et ce qui peut parfois conduire à des dérives, certaines pouvant être qualifiées, ou certains observateurs les qualifiant de dérives antidémocratiques, donc des formes de manipulation, voire parfois des formes de corruption. Mais je disais, le groupe s'est professionnalisé, et pour se professionnaliser, il a développé des codes de déontologie, donc des codes de bonnes pratiques professionnelles. On avait la même chose chez les journalistes, ce que je disais tout à l'heure. Crise de confiance des journalistes pendant la Première Guerre mondiale, du fait de la propagande, justement, relayée dans les journaux. D'ailleurs, peut-être, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ont fait, à votre avis, les journalistes? Comment ils ont réagi face à la crise de confiance? Et c'est la même chose, en fait, qui s'est passé à l'automne. Quand, finalement, ce caractère professionnel des journalistes est remis en cause, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour, finalement, mettre en avant leur professionnalisme? Eh bien, ils ont produit un code de déontologie. Ils ont commencé par créer un syndicat professionnel, le syndicat permettant de distinguer ceux qui sont professionnels et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont amateurs. Et d'autre part, quelques mois après, donc là c'était 1918, le syndicat des journalistes, notez peut-être pas ça, parce que là c'est plus par comparaison. Ils ont créé un syndicat professionnel, puis une charte, un code de déontologie, l'été 1918, juste après. Et on voit bien comment le fait de mettre en avant des règles, des pratiques, des bonnes pratiques par opposition à des mauvaises pratiques. Donc les mauvaises pratiques, ce seraient des journalistes amateurs, des journalistes qui, pour le coup, ne remettraient pas en distance cette propagande officielle. Et on met en avant, dans cette charte de déontologie, l'importance de respecter la vérité, etc. Donc après, toute la question, c'est comment vous faites appliquer ces chartes-là et ces règles-là. Mais en tout cas, c'est au cœur d'un processus, on peut dire, sociologique, c'est-à-dire comment on devient une profession. Comment on se professionnalise, c'est en se distinguant déjà de ceux qui ne sont pas professionnels, c'est-à-dire les amateurs. Les lobbyistes ont fait exactement la même chose. C'est-à-dire que pour montrer que ce sont des professionnels, ils ont montré qu'ils ne faisaient pas n'importe quoi, et qu'à l'encontre de cette image, de cette réputation sulfureuse qui leur colle à la peau, et encore une fois parce qu'il y a des faits avérés, mais ce sont des faits qui ne sont pas systématiques non plus. Pour montrer que c'était des vrais professionnels, ils ont élaboré des chartes de déontologie, des codes de déontologie, et ils ont essayé de procéder de manière plus transparente, ou en tout cas de manière moins discutable. Et notamment les grands cabinets de lobbying à Bruxelles ou à Strasbourg se soumettent à ces codes de déontologie aussi, ou respectent un certain nombre de pratiques. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'influencent plus les politiques, mais simplement qu'ils vont éviter de les corrompre pour le faire. Ce qui est déjà un début.
même s'il y a un vrai débat sur le lobbying, je ne suis pas anti-lobbying en soi, hein. Enfin, et puis pour le coup, je ne suis pas ici pour faire un jugement de valeur, mais clairement, certains observateurs considèrent qu'aujourd'hui, on ne peut plus se passer du lobbying et que le fonctionnement démocratique, la complexité justement des dossiers, fait que si on n'a pas un certain nombre d'acteurs qui mettent en avant telle ou telle position pour émerger finalement à une position intermédiaire, on ne peut pas régler ou trancher véritablement les débats. Donc, le lobbying, et il s'est développé aujourd'hui, par exemple, on parlait d'où ils viennent, d'où viennent les documents, les informations, c'est beaucoup développé avec la veille informationnelle. Ils vont justement faire de la veille et récupérer des informations, les fameux signaux faibles, que les politiques n'auront peut-être pas le temps de capter. Donc un ensemble d'informations qui sont disponibles, mais qui ne sont pas forcément mobilisées par les acteurs. Donc, le lobbying peut poursuivre des buts très variés, ici financiers, là sociaux, on l'a vu, défendre des causes, défendre des groupes, là encore politique. C'est une galaxie avec des ramifications qui se déploient aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité de la société. Donc on peut penser au secteur professionnel avec les syndicats, les corporations, au secteur politique, avec là une influence vis-à-vis des élus, vis-à-vis des partis politiques, vis-à-vis des collectivités locales. Le secteur économique en général, on a des acteurs qui vont beaucoup s'appuyer sur le lobbying, les banques, les assurances, le commerce ou les industries, mais en général on peut élargir à quasiment à tous les acteurs économiques. Le secteur administratif va être concerné avec les ministères, les différents services extérieurs de l'État qui peuvent être liés au lobbying. Et même aujourd'hui dans le domaine social ou sociétal, quand on parle des religions, quand on parle de questions d'éthique, quand on parle de questions d'environnement, de loisirs, d'art, etc., on a un ensemble de groupes, de questions, un ensemble d'acteurs qui vont développer des stratégies ou des actions de lobbying. Donc, dans tous ces secteurs, le lobbyiste, et dans cette version professionnelle, va mettre en avant le fait que c'est un intermédiaire, un médiateur, un facilitateur. Le lobbyiste, en fait, met en relation un groupe, donc le fameux groupe d'intérêt, groupe de pression, avec les pouvoirs publics. Parce que si les politiques finissent peut-être par avoir besoin des lobbyistes, à certains moments parce qu'ils manquent d'expertise, les entreprises ont aussi clairement besoin des lobbyistes pour accéder parfois aux acteurs politiques. L'appareil de l'État est parfois difficile à appréhender pour quelqu'un qui est extérieur, et notamment la multiplication des niveaux d'autorité. L'État, la région, le département, la commune, l'administration centrale. On a ici un ensemble d'acteurs multiples qu'on va pouvoir justement, avec lesquels ces acteurs, on va essayer de rentrer en contact pour mettre en avant, d'où la communication, on en reste ici à une forme de communication au sens large, c'est-à-dire mettre en avant les intérêts de la firme, ces informations qui vont dans le sens finalement de ses stratégies et de ses ambitions. Donc, le lobbying s'est adressé au milieu politique en priorité, et il n'est pas surprenant de trouver dans notamment les premières générations de lobbyistes des avocats, et des avocats qui étaient même souvent spécialisés en droit international pour traiter justement de ces questions d'internationalisation des firmes et des enjeux liés à la mondialisation. Aux côtés des avocats, qui sont du coup les premiers acteurs qui ont beaucoup investi cet espace, des sociétés spécialisées en communication ont investi en fait ce domaine du lobbying. Elles se sont dotées de moyens techniques, elles ont
procès à des investissements importants et elles ont tissé avec le milieu politique des relations continues aussi et des relations assez fortes. On verra là, plutôt dans les relations publiques, l'enjeu de créer justement une relation à moyen ou à long terme pour, au moment opportun, pouvoir diffuser le bon discours et surtout qu'il soit perçu de la bonne manière. Donc, on a dans le lobbying, pour revenir aux aspects un peu concrets, une dimension de démarchage. Il faut aller démarcher, notamment des nouveaux clients. Et donc, ces différents acteurs, on a vu des organisations professionnelles, où parfois aujourd'hui des responsables d'associations vont prendre en charge cette fonction-là. Donc, le métier se professionnalisant, il peut être sollicité ponctuellement ou sollicité de manière plus durable. On va acheter donc les services d'un lobbyiste, comme on va le faire pour un conseil, un conseil stratégique sur l'organisation de l'entreprise. Ici, on va traiter cette activité comme une activité de service, on va éventuellement sous-traiter cette activité de lobbying. Donc le lobbyiste, lui, doit se mettre en avant quand même pour pouvoir répondre à ses attentes. Donc il doit clairement avoir un certain nombre de qualités intrinsèques et puis il doit avoir un savoir-faire qui font de lui un expert. En l'occurrence, on voit bien sur cette question de l'expertise, de dossiers techniques. Il faut à l'évidence que les lobbyistes maîtrisent les dossiers et ces enjeux techniques. Donc, des enjeux relationnels, du démarchage, des conseils, de l'information, des informations. Donc, on voit ici tout ce qu'on peut mettre derrière cette activité du lobbying. Et l'histoire, du coup, a contribué à positionner sur ce métier sur le créneau justement de l'intermédiation, c'est-à-dire un créneau relationnel, la mise en relation de, par exemple, ces acteurs privés, ces entreprises, avec les décideurs publics. Donc, aujourd'hui, le lobbying est clairement adossé, ouvert sur le secteur de la communication. Et si on doit distinguer ce que n'est pas le lobbying dans sa version, encore une fois, professionnelle, de ce qu'il est, qu'est-ce que justement on va mettre en avant dans les codes de déontologie et qu'est-ce qu'on va essayer d'écarter. Ce que n'est pas le lobbying, ou ce que ne doit pas être le lobbying, c'est un ensemble de pressions, plus ou moins occultes, sur les décisions prises. Donc, pour satisfaire, encore une fois, les intérêts ou des intérêts particuliers. Et ce qui devrait être, ou ce qui est mis en avant par les professionnels, c'est qu'en fait, le lobbying constitue un ensemble de techniques d'information et de communication utilisées en vue d'orienter une décision. Donc, pour reprendre, ce qui n'est pas, c'est un ensemble de pressions plus ou moins occultes sur les décisions, donc sur des décisions politiques, sur des décisions qui ont été prises. Donc, ces pressions qui, plus ou moins occultes, visent à satisfaire les intérêts particuliers d'une firme, d'un groupe. A l'inverse, les lobbyistes vont mettre en avant le fait que le lobbying, ça renvoie à un ensemble de techniques
d'information et de communication utilisés en vue d'orienter une décision dans un sens favorable. Et pour eux, ils vont même mettre en avant que ça va être un intérêt favorable à l'intérêt général. C'est une définition, bien sûr, un peu idéaliste. Certains lobbyistes continuent d'ailleurs de parfois flirter un peu avec les pots de bain. On a mais la corruption étant interdite, ils peuvent aussi être poursuivis. Il y a quand même des situations qui peuvent être gênantes ou vraiment problématiques pour eux. Mais en l'occurrence, on a encore des formes de corruption, notamment au niveau international et notamment aussi quand on développe des activités à l'étranger, qui tendent quand même à devenir minoritaires, en tout cas de ce qu'en disent les acteurs économiques. Donc, le lobbyiste, il va travailler avec un carnet d'adresses, et un carnet d'adresses bien pourvu. Il va mettre en avant donc, son travail d'intermédiation, il va essayer même de le mettre en scène. On est dans une activité de conseil, dans une activité immatérielle, c'est-à-dire qu'on a aussi la réputation, l'image qui va jouer, donc le lobbyiste va vendre ses services. Et c'est ce qui fait qu'on peut voir dans le lobbying, c'est un outil de communication. Comment le lobbyiste va activer cette dimension relationnelle? Il va justement essayer de croiser des réseaux d'acteurs, des réseaux personnels, et il va essayer éventuellement de les connecter les uns aux autres. Donc c'est là où cette activité professionnelle, elle peut dépasser un simple projet ponctuel ou une simple demande à intenter par une entreprise. Parce que justement, pour être efficace à intenter, le lobbyiste aura tout intérêt à être en relation depuis longtemps avec les acteurs politiques, avec les décideurs, pour éventuellement d'autres projets. Donc, constituer, activer ce carnet d'adresses et pouvoir justement les faire converger, en tout cas les croiser, ça va être au cœur aujourd'hui de son activité. Ils vont faire jouer des synergies entre leurs partenaires, leurs relations, leurs clients, qui seront demain leurs relations, leurs partenaires et leurs clients également. On l'a dit aussi, le lobby, c'est une personne informée, qui est censée être bien informée. Et donc, d'où le fait de s'appuyer sur de la veille informationnelle. C'est quelqu'un qui doit disposer d'une information précise, complète et actualisée. Donc ça l'oblige à une surveillance assidue, notamment de l'ensemble des textes réglementaires, législatifs, qu'ils soient nationaux ou européens, qui pourraient avoir des conséquences sur les clients. Donc pour reprendre cette idée, le lobby, c'est une personne informée qui doit disposer d'une information précise, complète et actualisée. Donc ça implique une surveillance assidue de l'ensemble des textes réglementaires ou législatifs, qu'ils soient nationaux ou européens. Tous les éléments en fait qui auront bien sûr des conséquences ou qui sont susceptibles d'avoir des incidences pour leurs clients. C'est clairement une fonction qui devient une fonction stratégique pour les lobbyistes, dans la même mesure où on l'a vu, les évolutions de l'économie font que ça devient aussi une fonction stratégique pour les entreprises en général. La veille informationnelle s'est développée pour les entreprises et donc logiquement aussi pour les lobbyistes. Donc comment il va travailler? Il va croiser justement cette connaissance des milieux politiques avec l'information. Donc l'information sélectionnée, traitée, associée à une bonne connaissance des milieux politiques, vont permettre aux lobbyistes d'effectuer son travail. Donc clairement, il va être à la croisée, je le dis, de plusieurs réseaux, et donc de plusieurs réseaux qui peuvent être des réseaux personnels, et il va additionner
en croisant ces réseaux-là, a les chances finalement d'influer au bon moment, au bon endroit. Pour reprendre ce que, donc, juste recontexte ce point, hein, donc l'enjeu c'est de pouvoir influencer au bon moment et au bon endroit. Ça implique plusieurs choses. On vient de le voir, ça implique de la veille. Au bon moment, c'est savoir quand est-ce qu'il va peut-être y avoir une nouvelle réglementation, donc être bien informé, savoir ce qui existe déjà. Et au bon endroit, c'est connaître tous les rouages institutionnels, tous les acteurs, tous les décisionnaires. Parfois, par exemple, une petite entreprise ne connaîtra pas précisément les décisionnaires, ceux qui vont véritablement impacter en termes de réglementation, par exemple, sur quelque chose qui n'est pas une loi, ceux qui vont véritablement prendre les décisions qui vont impacter leur activité. Et du coup, le lobbyiste doit aussi apporter ça, cette connaissance des milieux politiques qu'il va croiser à une bonne information. Donc, tout ça pour dire qu'on n'est plus dans le lobby, même si ça n'a jamais été vraiment du lobby, hein, le fait de chercher à corrompre, à manipuler directement les politiques, on est dans une activité qui implique une grande expertise et une gestion de l'information. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne cherche pas à défendre des intérêts, mais qu'on va le faire en mobilisant de l'expertise, et notamment de l'information. La bonne information, mais encore une fois, du réseau, la bonne connaissance des interlocuteurs et finalement le bon contact avec ces interlocuteurs. Donc, on peut évoquer deux niveaux d'intervention, finalement. Un niveau défensif, où le lobbyiste va assurer la défense de la cause ou des intérêts qu'il représente. Donc, un niveau défensif où le lobbyiste assure la défense de la cause, des intérêts qu'il représente. C'est ce qu'on retrouve dans l'exemple des groupes de pression, lutte contre un pouvoir, par exemple. Et un niveau offensif où le lobbying informe pour l'action, recommande telle stratégie d'alliance ou tel partenariat afin de prévenir des menaces prévisibles pour son client, c'est-à-dire là, anticiper sur des choses qui vont se produire. Donc ici, un niveau, on pourrait dire offensif, où le lobbying, en tout cas, informe pour l'action, recommande telle stratégie d'alliance ou tel partenariat, afin de prévenir donc, des menaces qui sont prévisibles pour son client. Et donc, dans ces deux situations, finalement, ou ces deux objectifs, on voit une évolution du lobbying. C'est un intermédiaire en charge d'intérêts qui sont des intérêts souvent particuliers, des intérêts quelquefois corporatistes. Et le lobbyiste tend à sortir de plus en plus de sa fonction classique pour offrir du conseil stratégique. L'idée, ça ne peut plus se limiter, l'activité du lobbyiste ne peut plus se limiter à mettre en contact une entreprise avec des décideurs. Il faut construire justement une communication à destination de ces décideurs, accompagner finalement l'entreprise dans ses relations, identifier bien sûr aussi les bons acteurs situés aux endroits les plus pertinents. Donc c'est une évolution de la fonction des lobbyistes. Donc aujourd'hui, de plus en plus, vont aussi apporter du conseil stratégique. Donc là, on voit bien une porosité, des liens étroits entre lobbying, relations publiques, conseil. On a clairement des liens entre ces domaines-là. En l'occurrence, ici, on n'est pas toujours éloigné d'une activité de conseil pure, en tout cas d'une activité de conseil au sens strict. Donc c'est une évolution de la fonction, une évolution fonctionnelle des lobbyistes, qui du coup renforce aussi cette exigence d'une déontologie,
parce que finalement son champ de manœuvre va s'étendre. On a un impact aussi qui peut être de plus en plus grand, et on l'a vu, un nombre de plus en plus important de lobbyistes, un ensemble de domaines de plus en plus nombreux qui sont concernés par le lobbying, d'où l'importance à la fois de ces codes de déontologie, mais aussi de discuter peut-être du lobbying dans le débat public. Et c'est aussi une question qui émerge du côté des politiques, par exemple, en imposant aux parlementaires d'afficher finalement les liens qu'ils peuvent avoir avec tel ou tel lobbyiste pour qu'on puisse identifier au moins ces relations-là. Donc, on reprendra la prochaine fois, mais je vais les évoquer ici, comme ça sera plus clair. 4 points, finalement, on peut dire 4 points d'ancrage du lobbying aujourd'hui. Le fait, donc ce qu'on peut appeler la régulation, un rôle qui va être lié à la régulation, un enjeu, une action déjà évoquée qui consiste à régler, à mettre au point, à organiser la défense d'une position, d'un projet, d'un avis. Ça va viser à organiser les relations entre les entreprises et puis les acteurs politiques, par exemple, pour défendre leur position. Ça suppose clairement la maîtrise d'un ensemble de compétences, d'expérience, d'expertise, pour maintenir une ligne de conduite. Donc c'est une forme, on peut appeler quelque chose de l'ordre de la régulation. C'est aussi un enjeu autour de la coordination. On l'a vu, de plus en plus, on va s'appuyer sur des réseaux d'acteurs, quand on ne parle pas des réseaux numériques. Et donc la coordination, c'est aussi la mise en ordre, l'action d'assembler en vue de constituer un ensemble cohérent. Il faut là aussi trouver, on parlait de consensus, fédérer des opinions qui se mettent en forme, les réunir dans un projet, un objectif. Et j'évoque juste les deux derniers, on y reviendra donc. La négociation, bien sûr, on va trouver ça au cœur aussi de l'activité. Donc là, l'idée même de faire du commerce à l'origine, l'art de mener à bonne fin des affaires, de parvenir à un accord. Et un dernier élément, le plus récent peut-être bien sûr, qui se trouve au cœur du lobbying, ou qui est un enjeu autour des débats, enfin dans les débats autour du lobbying, c'est la transparence. C'est-à-dire qui va afficher son rôle, afficher clairement son rôle, ses buts, ses moyens d'action. Et ça, c'est un enjeu qui devient de plus en plus important de cette professionnalisation, de cette légitimité professionnelle, parce qu'on a encore une odeur de soufre parfois qui imprègne cette histoire autour des lobbies et de leur relation avec les acteurs politiques. Voilà, donc je pense que c'est pas mal d'en rester là pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a pu voir? Ça va. Dans ce cas-là, je vais chercher les clés pendant la pause et on va passer. Alors, sauf si vous préférez travailler ici. Après, nos salles normalement sont ouvertes parce que. Vos salles sont ouvertes? Oui, Ok. parce qu'on est. Non mais nous c'est bon, les clés sont à côté. Alors, on va faire quelque chose, je pense que je peux récupérer là-bas, mais vous allez quand même me donner vos salles. C5B. Alors, C5B. Et E5. Alors, E5, C5B. S6. S6. D'accord? S6. S6. Ok. C5. C5, c'est noté. Donc, C5B, C5, E5 et S6. Oui. Sinon, tu prends ton portable, tu prends la translation.